Beaucoup se posent la question aujourd'hui des conséquences de cette crise sanitaire et l'on voit déjà poindre les effets économiques du confinement mondial. Naturellement, comme dans le cas de chaque crise économique, on se pose la question de la capacité des banques à contenir les conséquences de cette crise et préserver la sécurité de notre épargne. Les souvenirs de la crise bancaire de 2007-2008, de la faillite d'une banque prestigieuse, de Lehman Brothers, sont toujours très vivaces. L'insuffisance de fonds propres et des réserves de liquidités sécurisées est apparue comme une évidence aux régulateurs de nombreux pays à l'époque et les sauvetages des établissements par les États se sont généralisés au cours de cette période sans pour autant que l'entrée des États au capital, notamment en Angleterre ou aux Pays-Bas, conduise à proprement parler à une nationalisation du secteur bancaire. Depuis, l'Europe bancaire, via le mécanisme de supervision unique, a produit un cadre réglementaire largement issu de Bâle III qui a renforcé les exigences de fonds propres et imposé des exigences de liquidité via une série de ratios quantitatifs. Les États ont juré qu'on ne les reprendrait plus à sauver le secteur bancaire et ont mis en place un mécanisme de résolution censé ne plus solliciter les finances publiques et donc les contribuables. Ce mécanisme a globalement fonctionné dans les cas chypriotes, grecs et italiens plus récemment, au cas près de quelques banques vénitiennes pour lesquelles l'État italien est intervenu directement. Si les États sont restés en retrait ces dernières années, le relais a été pris par les banques centrales qui, via les politiques d'expansion monétaire, appelées aussi quantitative easing, sont entrées dans un rôle non conventionnel en approvisionnant les acteurs en liquidité. En Europe, l'arrêt de cette pratique, momentanément fin 2018 jusqu'en novembre 2019, a rapidement mis en tension le secteur financier dans sa capacité à financer l'économie sur un rythme élevé, à tel point que cette pratique de l'expansion monétaire a semblé devoir être pérennisée. Dans ce contexte de crise sanitaire et de crise économique, qu'est-il proposé au niveau macroéconomique ? S'agissant de la liquidité, le débat à court terme est celui du maintien de la liquidité disponible à un horizon d'1 mois pour couvrir ses engagements. Pour les banques, ce ratio a directement émergé de la crise de Lehman Brothers et du constat de la possibilité de disparition d'une banque en quelques jours au regard de son risque de liquidité. Aujourd'hui, la situation de liquidité a été stabilisée ces dernières semaines. Les politiques monétaires de la BCE permettent d'envisager un stock de liquidité accessible aux banques, ce qui limite assez nettement ce risque à court terme, comme cela avait été le cas en 2008 puis en 2011 avec la crise grecque. En matière de fonds propres, les conditions d'évaluation des exigences réglementaires ont été assouplies de façon à éviter des calculs de provisions excessifs dus à des reports d'échéance de remboursement que l'on voit aujourd'hui ou pour tenir compte des dispositifs de prêts garantis par l'État. Toujours en matière de fonds propres, les seuils et exigences minimales qui ont été fixés et renforcés ces dernières années sont en train d'être relâchés. Ainsi, il serait possible d'opérer en dessous de certains seuils fixés dans le cadre de stress tests réalisés par les banques. La question de la solvabilité est assurément celle où il y a le plus d'incertitude aujourd'hui car nous ne connaissons pas l'impact réel de la crise sanitaire sur le non-remboursement des crédits et les baisses durables de la valeur des actifs de marché. Quelles sont les décisions prises maintenant au niveau des établissements ? L'ensemble des mesures que je viens d'indiquer étaient politiquement nécessaires pour maintenir la confiance dans le système. Mais elles n'empêchent pas les établissements d'adopter une approche plus précise en matière de management des risques. Il va falloir d'abord veiller à garantir une bonne identification des risques et être en mesure de distinguer les emprunteurs réellement viables en dehors de la situation de crise en cours. Ces mesures, en effet, ne doivent pas permettre à des acteurs structurellement en difficulté de poursuivre leur activité. D'autant qu'en fait, les aides d'urgence que les gouvernements ont mis en place risquent d'entraîner des effets pervers si elles sont employées à resolvabiliser de telles entreprises non viables. Ainsi, les banques ont commencé à anticiper malgré tout des dépréciations d'actifs de façon à étaler l'impact de la crise sur plusieurs trimestres et probablement plusieurs années. Elles procèdent à un pilotage des indicateurs réglementaires en matière de fonds propres et de liquidité. Elles ont pris l'habitude de mesurer ce qu'on appelle une distance au seuil entre l'exigence réglementaire et les résultats observés. Plus cette distance est éloignée, plus les banques sont réputées solides. Les établissements, ainsi que la Banque centrale européenne, réalisent régulièrement des stress tests censés simuler cette résistance aussi à des chocs externes. S'ils n'avaient pas envisagé très clairement une crise sanitaire et ses effets économiques, ces stress tests ont forcément simulé une augmentation des défaillances d'emprunteurs
en situation de récession économique. Les scénarios de récession étaient toutefois 2 fois moins graves par rapport à ceux que l'on risque d'observer. Il faut donc s'engager dans un calcul de ces impacts maximum maintenant sur les fonds propres et voir ce que les fonds propres et les réserves de liquidité peuvent absorber au-delà des seuils réglementaires. Des plans d'urgence financiers ont donc été activés pour assurer un suivi journalier de ces indicateurs. Et à défaut de prévoir précisément, il faut savoir maintenant à partir de quel moment la situation d'un défaut bancaire deviendrait probable.